Manfred et sa femme Maricia sont retrouvés morts dans leur maison. De l'argent, des bijoux et d'autres objets manquaient sur les lieux, et la police a logiquement supposé que cela pouvait être le résultat d'un vol qui avait mal tourné, mais en quelques jours, les soupçons se sont portés sur les enfants du couple. Un seul achat a confirmé toutes leurs suppositions. La famille von Richthofen se composait de Manfred, un ingénieur issu d'une famille aristocratique d'Allemagne, de Maricia, une psychiatre brésilienne très célèbre d'origine libano-portugaise et de leurs deux enfants, la fille aînée Suzanne et le fils cadet Andreas, tous deux nés au Brésil où la famille a décidé de s'installer. Sur le plan financier et professionnel, les choses allaient de mieux en mieux. Manfred a trouvé un emploi dans une des entreprises qui contrôlait toutes les autoroutes de Sao Paulo. Dans cet emploi, il était très apprécié et travaillait dur et s'acquittait bien de toutes les tâches qui lui étaient confiées, de sorte qu'avec le temps, il a obtenu une promotion ainsi que son salaire. Maricia, quant à elle, a ouvert sa propre clinique psychiatrique qui a été visitée par de nombreuses personnes, donc pour sa part, elle a également beaucoup contribué au budget de la famille et en outre, ils ont tous deux eu de gros héritages de leur famille. Les von Richthofen vivaient dans un manoir luxueux. Ils organisaient constamment des fêtes, offraient à leurs amis des cadeaux très coûteux et recevaient d'eux des cadeaux tout aussi coûteux, car ils faisaient tous partie des familles les plus importantes du Brésil, parmi lesquelles se trouvaient des politiciens, des artistes et des personnes généralement très riches. Leurs enfants étaient à leur tour considérés comme des adolescents parfaits. Ils étudiaient dans les écoles les plus chères, parlaient plusieurs langues et avaient d'excellentes notes. C'étaient des enfants très timides, et quand l'adolescence a commencé, les jeunes ne se sont jamais disputés avec leurs parents. Ils ont toujours fait attention à ce qu'on leur disait. Ils n'allaient pas à des soirées, ils ne sortirent pas tard avec leurs amis. La fille aînée Suzanne disait vouloir devenir un avocat célèbre, et dès l'âge de 12 ans environ, elle a commencé à préparer son admission dans l'une des meilleures universités du Brésil. Tous ceux qui les voyaient pensaient qu'ils étaient la famille parfaite, mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. En août 1999, tous les quatre se sont promenés dans le parc Ibirapuera, le parc le plus célèbre de Sao Paulo, considéré comme le poumon de la ville. Et ce jour-là, il y avait une exposition de maquettes d'avions. Andreas, qui avait 12 ans à l'époque, a été tellement impressionné par ce qu'il a vu à l'exposition qu'on lui a proposé de participer à un cours proposé par un jeune homme de 19 ans, Daniel Crabines. Andreas a demandé à ses parents de l'inscrire à ce cours et il a tellement insisté qu'ils ont fini par accepter. Lorsque le cours a commencé, Andreas et Daniel sont devenus de très bons amis, malgré leur grande différence d'âge, et ils ont commencé à passer beaucoup de temps ensemble. Andreas allait souvent au parc où Daniel passait beaucoup de temps et Daniel a commencé à venir chez eux. Cette amitié n'était pas encouragée par les parents d'Andreas car Daniel venait d'une famille pauvre et son père avait été en prison plusieurs fois, tout comme sa mère et ses frères aînés. Daniel n'avait pas commis de crime à l'époque, mais les parents d'Andreas pensaient qu'il avait une mauvaise influence sur leur fils, même s'ils ont fini par l'autoriser à continuer à venir chez eux. Finalement, Daniel a commencé à échanger avec Suzanne. Elle était fascinée par le jeune garçon et dès les premières minutes de leur conversation, Suzanne a senti qu'elle devait être avec lui. Quelques mois après leur rencontre, ils ont commencé à sortir ensemble, mais ils ont gardé leur relation secrète pour les parents de Suzanne, car ils pensaient que, tout comme ils n'avaient pas accepté l'amitié entre Andreas et Daniel, ils n'accepteraient pas la relation de leur fille avec lui. Au cours de ces mois, les parents de Suzanne ont commencé à remarquer des changements dans son comportement. Elle était une adolescente très calme et timide, obéissant toujours à ses parents et suivant toutes leurs instructions, mais quand elle a commencé à sortir avec Daniel, tout a changé. Elle a commencé à se rebeller contre ses parents en ne leur prêtant pas attention, elle a fugué de l'école et tous les projets qu'elle avait pour son avenir n'étaient plus aussi clairs pour elle. Pourtant, grâce à ses notes, quelques années après avoir commencé à sortir avec Daniel en secret, elle a pu entrer dans une université catholique très prestigieuse au Brésil pour étudier le droit. Elle a dit à ses parents qu'elle étudiait le soir chez son amie, elle a dit qu'elle restait tard à l'université parce qu'elle avait beaucoup de devoirs à faire, mais tout cela n'était qu'un mensonge. Elle passait des nuits avec Daniel dans des motels, séchait des cours pour passer plus de temps avec lui et commençait aussi à se droguer. Ses parents l'ont découvert lorsqu'elle n'est pas rentrée à la maison un jour. Comme elle a dit qu'elle était chez une amie, sa mère a décidé d'appeler cette amie qui a répondu que Suzanne n'avait jamais séjourné chez elle et qu'elle ne savait pas où elle était. Lorsque la jeune fille est rentrée chez elle, elle a dit toute la vérité à ses parents,
qui ont commencé à lui dire d'arrêter sa relation avec Daniel. Suzanne refuse d'écouter ses parents et continue de voir Daniel malgré leur interdiction. Elle lui a offert des cadeaux très coûteux, une télévision et un lecteur DVD, des bijoux, de l'argent et un grand nombre de choses qui ont naturellement été achetées avec l'argent de ses parents. Au travail, Daniel a dit plus d'une fois qu'elle était une poule aux œufs d'or, et pour tous ces cadeaux, il les a vendus à plusieurs reprises afin d'obtenir l'argent nécessaire pour les donner à ses parents ou pour acheter des substances. Suzanne a constamment essayé de se rapprocher de Daniel, a manqué des cours et finalement, il n'y avait plus rien d'autre dans sa vie que son petit ami. En 2002, Suzanne a finalement été interdite par ses parents de voir Daniel. Ils pensaient que cela était allé trop loin et qu'ils avaient l'obligation de la faire changer d'avis. Ils lui ont interdit de quitter la maison, uniquement pour étudier. Son père a commencé à la déposer et à aller la chercher à l'université et pendant des semaines, ils n'ont pas vu Daniel. Mais lorsque ses parents ont assoupli la règle, elle a recommencé à voir son petit ami en secret. Ses parents pensaient que leur relation était terminée car Suzanne ne cessait de dire qu'ils n'étaient plus ensemble. Mais la réalité était bien différente. Le 31 octobre 2002, Suzanne et Andreas ont quitté la maison en silence. Ils faisaient souvent cela la nuit. Ils attendaient que leurs parents soient endormis et se rassemblaient, soit dans la chambre de Suzanne, soit dans celle d'Andreas, de sorte que si leurs parents entrèrent dans la pièce, ils penseraient qu'ils sont endormis. Puis ils passaient par la fenêtre et se dirigeaient vers Daniel. Andreas entretenait de si bons rapports avec lui que non seulement il n'a jamais dit à ses parents que sa sœur était toujours en train de courir avec lui, mais les accompagnait également. Ils allaient à des fêtes ensemble et prenaient aussi des substances et Andreas était toujours avec eux. Ce jour-là, le 31 octobre, ils avaient un plan légèrement différent. L'anniversaire de Suzanne était le 3 novembre et ils voulaient le fêter. La fille a dit qu'ils pouvaient aller dans un cybercafé. Andreas, le frère de Suzanne, aime beaucoup les jeux vidéo. Il a donc rapidement accepté. Elle a dit qu'il pourrait y jouer pendant quelques heures et tout le monde a aimé ce plan. Suzanne et Daniel sont restés un moment avec Andreas, puis elles sont allées dans un motel pendant quelques heures. Andreas était tellement concentré sur les jeux vidéo qu'il a accepté qu'ils partent et n'y a pas réfléchi. Il était environ 23 heures lorsqu'ils ont quitté le cybercafé et sont revenus à 3 heures du matin. Puis ils ont passé du temps ensemble et sont rentrés chez eux à 4 heures du matin. Ils ont vu que la porte d'entrée était ouverte et ont été très effrayés. Suzanne et Andreas sont entrés à l'intérieur et Daniel était déjà parti. Ils ont commencé à appeler leurs parents, puis ont décidé de les appeler au téléphone et n'ont pas obtenu de réponse. Ils ont même pris un couteau de cuisine car ils étaient très effrayés. Suzanne a alors appelé Daniel à l'aide et Daniel a à son tour appelé la police. La police est arrivée sur les lieux et a trouvé les jeunes à l'extérieur de la maison. Ils ont dit qu'ils n'ont pas bien regardé parce qu'ils avaient peur que quelque chose d'effrayant se soit produit ou qu'il y ait quelqu'un dans la maison qui puisse leur faire du mal. Lorsque la police est entrée, elle a constaté que les alarmes et les caméras à l'intérieur de la maison avaient été éteintes et débranchées. En montant dans la chambre des parents, ils ont trouvé les corps de Manfred et Maricia. Ils ont été battus à mort et ont eu de nombreuses blessures. Maricia a essayé de se défendre de son assaillant. Elle a eu 3 doigts cassés. Et pour couronner le tout, elle a également été étranglée par la même serviette qui lui a été enfoncée dans la bouche. Ce n'était pas un spectacle pour les âmes sensibles. Il manquait de l'argent et quelques bijoux dans la maison. La famille avait diverses devises. Ils avaient des euros, des dollars et des réaux, tous disparus. Tout ressemblait à un vol à première vue. Il semblait que les enfants étaient choqués par tout ce qui se passait. Andreas était en état de choc. Suzanne pleurait beaucoup, criait. Il était évident qu'ils avaient du mal à accepter la mort de leurs parents. Mais après quelques jours, la police a commencé à remarquer le comportement très étrange de la jeune fille. Le 3 novembre, 2 jours seulement après l'enterrement de ses parents, Suzanne a célébré son anniversaire en organisant une fête dans la piscine. La police a appris l'existence de la fête parce qu'elle s'est rendue au domicile de la famille ce jour-là et a voulu savoir comment Suzanne se sentait, car c'était son anniversaire et il pensait qu'elle serait très triste. Il voulait aussi vérifier comment Andreas se sentait et leur poser d'autres questions sur cette nuit-là. Les jeunes avaient un alibi, Daniel et Suzanne avaient un reçu du motel où ils avaient commandé à manger et ils pouvaient dire à quelle heure ils étaient au motel et au cybercafé. Mais plusieurs heures s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient laissé Andreas au café
et commandaient de la nourriture au motel et que leur couple ne pouvait pas confirmer par la police. Ils ont dit qu'ils étaient allés dans un motel, mais il n'y avait aucun moyen de vérifier à quelle heure les clients sont rentrés. Donc la police a douté de leurs paroles et même s'ils disaient la vérité, il n'y avait rien pour le prouver. Lorsque les policiers ont vu la fête, tout leur a semblé très étrange. Mais il n'y avait pas le moindre indice ou trace qui aurait pu faire de Suzanne un suspect dans le meurtre de ses parents. Au fil des jours, un achat a aidé la police à retrouver les tueurs. Un jeune homme de 26 ans, Christian Krabins, le frère aîné de Daniel, a acheté une moto et a payé en dollars, à la grande surprise du vendeur. Il a vu le type entrer dans la boutique, mais il ne cherchait rien en particulier, il a juste dit qu'il voulait acheter quelque chose de très cher. Le vendeur pensait que le gars n'avait pas d'argent, mais il a ensuite sorti un grand nombre de billets de dollars, ce qui semblait également très suspect. Il a vendu la moto, a pris l'argent et a immédiatement appelé la police. La police s'est rendue au domicile de Christian pour l'interroger et pour savoir où il avait trouvé cette somme d'argent. À ce stade, ils ne pensaient pas que ça pouvait être lié au meurtre de von Richthofen. Ils ont supposé qu'il fût plus probable qu'il ait vendu des substances illégales ou volé de l'argent à quelqu'un. Mais Christian a avoué que lui et son frère avaient tué les parents de Suzanne et que la personne qui avait tout planifié était Suzanne elle-même. Elle voulait s'emparer de l'argent de la famille et en plus poursuivre sa relation avec Daniel, que ses parents n'approuvaient pas non plus. Daniel et Suzanne ont été arrêtés le même jour ainsi que Christian et ont été remis à la police pour être interrogés. Daniel a immédiatement tout avoué et a raconté la même histoire que son frère. Suzanne a tout nié, disant qu'elle ne savait rien, qu'elle avait été droguée ce jour-là, qu'elle se souvenait être rentrée chez elle mais qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé. Mais grâce au témoignage des frères, la police a pu reconstituer l'ordre chronologique des événements de cette journée. Le 31 octobre 2002, lorsque le couple a laissé Andreas dans le cybercafé, ils ne sont pas restés à l'hôtel mais ont rencontré le frère de Daniel et ensemble ils se sont rendus chez Suzanne. Suzanne, 18 ans, est entrée dans la maison, a débranché l'alarme, désactivé les caméras et laissé entrer son petit ami et son frère pour tuer ses parents. Elle leur a donné les gants qu'elle avait pris au travail de sa mère pour que les garçons ne laissent pas de traces et a également laissé des sacs poubelles pour y jeter tout objet qui pourrait être souillé par leur sang, ce qui pourrait aider la police à rechercher les tueurs. La scène de crime montre clairement que le meurtrier n'était pas un professionnel, car il y avait beaucoup de désordre derrière lui. Mais aussi parce qu'aucune preuve n'a été trouvée, il est clair que le crime a été bien planifié. On ne sait pas si Suzanne a vu les corps de ses parents ou non, mais à la fin de l'histoire, ils sont retournés à la voiture, ont jeté tous les sacs qu'ils avaient pris dans la maison, les gants et tout ce qu'ils avaient utilisé et ont conduit le frère de Daniel chez lui. Puis ils ont conduit jusqu'au motel d'où ils ont commencé à créer leur alibi et ont attendu un moment. Après ils sont entrés dans la chambre, ont commandé un sandwich et un soda et il y avait un reçu. Et puis après quelques minutes, ils sont partis. Ils ont conduit jusqu'au café internet où se trouvait Andreas. Ils sont restés un moment et sont rentrés chez eux. Suzanne et Andreas sont restés. Daniel est parti. Et après cela, elle a fait semblant de ne pas savoir où étaient ses parents. Beaucoup de choses ont fait des frères les principaux suspects. Par exemple, lorsque Daniel a appelé la police, il connaissait le montant exact des économies de la famille, ce qui leur a paru très étrange. Cependant, la police n'a pu appréhender personne jusqu'à ce que l'un d'entre eux avoue. Après cela, la relation de Suzanne avec son frère a pris fin pour de bon. Il a commencé à aller à l'école, à vivre avec sa grand-mère, sa sœur, et à essayer de mener une vie normale. Les journaux ont commencé à parler de ce crime. C'était quelque chose qui suscitait beaucoup d'attention. Une jeune fille de 18 ans issue d'une famille aisée faisant en sorte que son petit ami et son frère tuent ses parents. Cela a immédiatement fait la une de toutes les publications les plus importantes. Le procès a duré très longtemps, jusqu'en juillet 2006. Lorsque les 3 accusés ont reçu leur verdict, ils ont été reconnus coupables de conspiration et de meurtre. Suzanne et Daniel ont reçu 39 ans et 6 mois. Christian a reçu à son tour 38 ans et 6 mois. En 2013, les frères ont été sélectionnés pour un régime de prison semi-ouverte. Ils étaient autorisés à sortir de la prison, à aller travailler. Ils devaient rentrer en prison la nuit, mais étaient libres la journée. Daniel s'est marié en 2014 et a été libéré début 2017. Il était libre, devant seulement se présenter au bureau du procureur certains jours et signer pour sortir. Son frère a été libéré la même année, mais quelques mois plus tard, il a été de nouveau arrêté pour avoir battu son ex-femme et tenté de corrompre la police.
Suzanne a à son tour épousé Sandra Ruiz Gomez en 2014, une autre prisonnière pour enlèvement et meurtre. Ils ont fini par divorcer et après cela, elle a commencé à fréquenter un homme d'affaires. En 2015, elle a été libérée et est devenue un pasteur évangélique, disant qu'elle voulait changer de vie, qu'elle a essayé de demander pardon à son frère, mais leur relation est naturellement définitivement endommagée. La même année, elle a admis qu'elle avait vraiment planifié que Daniel et son frère tuent ses parents pour prendre tout leur argent, mais ils n'ont jamais pensé que l'un d'entre eux parlerait ou même achèterait quelque chose de cher comme Christian l'a fait, ce qui conduirait la police à les démasquer. C'est une affaire incroyable qui a choqué tout le Brésil. Partagez dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire et ce qui vous reste dans le cœur après cette affaire. Likez et abonnez-vous.